Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'Europe sort de la Grande Guerre et la Belgique en sort très meurtrie. Nous sommes en janvier 1919 et un adolescent de 15 ans est en train de déambuler dans les rues de Liège. Je ne sais pas si vous connaissez Liège, c'est une ville assez impressionnante de par le relief qui la domine. Il est à la recherche d'un travail, le petit Georges Simenon. Et rue de l'Official, il avise une enseigne accrochée à un balcon. Il voit Gazette de Liège. Bon, il se dit pourquoi pas. Il décide de tenter sa chance, alors il pousse la porte et demande à rencontrer le directeur. Joseph de Marteau se présente, enfin plus exactement accepte de le recevoir, et Simenon lui dit « Eh bien moi je veux devenir reporter. » « Ah oui ? Et est-ce que tu as des références mon petit ?»« Ben oui, je suis le cousin de l'évêque de Liège, l'évêque Simenon, je m'appelle Simenon. » D'accord, en fait, il s'agit d'un cousin tout à fait éloigné de son père, qui n'est pas évêque, mais simple vicaire, et qui n'est pas vraiment son homonyme, puisqu'en vérité, il se prénomme Willem. Bref, le directeur n'est pas très regardant, il embauche ce gamin qui a l'air assez culotté. Il faut dire que la Gazette est en pleine renaissance, on sort de la Grande Guerre, beaucoup d'hommes qui travaillaient pour la Gazette ne sont pas revenus du front, alors pourquoi pas. Le jeune Simenon va débuter au chien écrasé, c'est la rubrique des faits divers, comme ça qu'on dit dans les journaux à l'époque, les chiens écrasés. En fait, ce sont toutes les tragédies, toutes les bassesses de la société, toute la noirceur de l'âme humaine, noirceur dont un jour il fera d'ailleurs l'encre même de son œuvre. Pour le moment, il se sent au journal comme un poisson dans l'eau, puisque quand on lui demande d'écrire sur n'importe quoi, ça vient, c'est très facile pour lui. Il écrit sur commande, sans se poser de questions. Ça lui arrive de bâcler un peu, il faut bien le dire. C'est pas une révélation pour lui, le goût de l'écriture. À la maison, ces tiroirs regorgent de dizaines de pages qu'il a couvertes de cette écriture assez facile à reconnaître, fine, élégante, cursive, comme ça. Pourtant, il était encore plus jeune, à 12 ans, dans son école catholique, à l'époque où il voulait devenir prêtre, il écrivait déjà pas mal. Sauf que, arrivé l'été, la même année, je dis bien l'année de ses 12 ans, il a découvert les plaisirs de la chair, et là il s'est dit que le sacerdoce n'était pas fait pour lui. Il a abandonné ensuite le collège. À l'origine, écrira-t-il, à la base, un non catégorique opposé à la prétendue morale sexuelle du catholicisme. Voilà ce qui a peut-être décidé de la vocation du tout jeune Georges Simenon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors on lui confie, quand je dis on, c'est le fameux directeur de la Gazette de Liège, là, Joseph de Marteau, il lui confie une chronique régulière, un billet d'humeur, qui est une sorte de carte blanche. Il a toute l'attitude, et au bout d'un an, ce qu'il écrit est tellement bien qu'on finit par le considérer. Il est passé de 45 francs à 180, c'est-à-dire qu'en fait, il gagne autant que son père Désiré Simenon, qui lui est comptable dans une société d'assurance, mais est à sa 20e année de travail. Et le gamin, en quelques semaines, a réussi à atteindre le même salaire. Il mène une vie de bohème, Georges, disons-le, dans les nuits liégeoises, les bars louches, les bordels qu'il fréquente assidûment. Il dira, vous savez, qu'il aura compté 10 000 femmes dans sa vie. Il se lie à toute une bande d'artistes, la CAQ. Ce sont des peintres, des musiciens, c'est toute la bohème de l'époque, des philosophes et des poètes qui se retrouvent pour parler, pour boire et chanter, pour faire la fête, disons-le. Il aime cette idée d'être bohème, Georges. Un peu décadent, vaguement romantique et surtout très esthète. À 18 ans, il va tout de même se fiancer avec une artiste peintre de la CAQ, justement, qui s'appelle Régine Ranchon. Et il publie son premier roman, Au pont des Arches. C'est sous-titré « Petit roman humoristique des mœurs liégeoises ». Et les 95 pages de ce petit livre racontent les pérégrinations d'un fils de pharmacien. Tout ça est illustré par les amis Rapin, bien entendu. Il fait lire un second roman à Joseph de Marteau et le directeur, qui ne veut pas perdre la perle rare de sa rédaction, bien sûr, lui dit « Écoute, tu dois choisir le journalisme ou le roman ». Bon, Simenon, qui gagne bien sa vie comme journaliste, range son roman, qu'est-ce que vous voulez ?
C'est une année d'épreuve puisque ça va être l'année de la mort de son père, Désiré, qui est victime d'une angine de poitrine. Georges s'est toujours senti très, très proche de cet homme bon, humble, discret, de ce père dont il finissait par être un peu, d'une certaine manière, le protecteur. Dans son roman L'âne rouge, le roman paraîtra en 1933, il décrira l'enterrement du père de son héros Jean, et évidemment c'est bourré d'échos. Voilà ce qu'il écrit. Tout le monde bien était là. Tout le monde était grave et manifestait une bienveillance insistante, comme si la mort eût tout purifié. Les petites saletés d'avant étaient comme brûlées, leurs cendres dispersées, on ne s'en souvenait même plus. Jean marchait derrière le corbillard dans un univers glauque où passaient des tramways qui semblaient retenir le fracas de leurs roues. Sur les trottoirs, des gens saluaient. Eh oui, il est maintenant soutien de famille, ce jeune homme qui doit veiller sur son frère, son jeune frère Christian, et sur sa mère Henriette. Les rapports ont toujours été plus distants avec Henriette, rien à voir avec ceux qu'il entretenait avec son père Désiré. En 1974, dans Lettre à ma mère, il écrira, Georges Simenon, « Nous ne nous sommes jamais aimés de ton vivant, tu le sais bien, tous les deux, nous avons fait semblant. » Alors vient l'époque du service militaire, après quoi Simenon éprouve le besoin de quitter Liège parce que, comme beaucoup d'écrivains de l'époque, il rêve de Paris, c'est pas si loin Paris. Joseph de Marteau le retient, t'es sûr, Paris quand même, hein. Plutôt mourir de faim que m'avouer vaincu par Paris, dit-il. Et le voilà qui quitte donc non seulement son patron, mais sa ville, sa famille bien sûr. Le voilà à Paris, on est en décembre 1922, ça y est, c'est les années folles. De Marteau l'a recommandé à une de ses connaissances, un écrivain pas très connu, qui est président d'une ligue d'anciens combattants et qui est proche de l'Action française, qui est aussi un mondain au carnet d'adresses bien fourni, et qui s'appelle Binet-Valmer. Simenon devient le secrétaire de Binet-Valmer. Binet-Valmer ne croyait pas à la poste. Chaque fois que la Ligue devait publier un communiqué dans la presse, j'allais distribuer moi-même 45 enveloppes à chacun des 45 quotidiens de Paris, dit-il. Binet-Valmer lui apprend à imiter sa signature, ce qui permet de le remplacer dans les circonstances. Par exemple, à la mort de Sarah Bernard, en mars 1923, bien entendu, sur le registre des condoléances, on voit une signature Binet-Valmer. En fait, c'est Georges Simenon qui a imité la signature de son employeur. Il envoie presque tout son salaire à sa mère et se nourrit, lui, de pain, de camembert et de tripes à la mode de Caen qu'on trouve dans des bocaux pas chers. Simenon quitte Binet-Valmer, il devient le secrétaire du marquis de Tracy. Le marquis de Tracy est le directeur d'un journal qui s'appelle Paris Centre. Et maintenant, Simenon a un petit peu de temps, ce qui lui permet de réécrire. Il fait quelques contes qui sont publiés dans le journal, le Paris Centre justement. Il envoie d'autres écrits au Matin. Alors là, c'est un beaucoup plus grand journal. Et puis un jour, la directrice littéraire du Matin le convoque. Vous êtes trop littéraire, pas de littérature. Supprimez toute la littérature et ça ira. Vous avez compris que la directrice en question, bien sûr, la directrice littéraire, c'est Colette, Madame Colette. Et quand c'est Madame Colette qui parle, on obéit, n'est-ce pas ? En septembre 1923, Le Matin va publier sa nouvelle « La petite idole ». J'ai essayé d'être le plus simple possible, dira Simenon. C'est le conseil qui m'a le plus servi dans ma vie. Je dois une fière chandelle à Colette de me l'avoir donnée. Simenon a aiguisé sa plume, il a acquis quelques relations à Paris, il a 20 ans maintenant. Et entre journalisme et littérature, s'il faut faire un choix, eh bien le choix est fait, lui a choisi la littérature. Vous écoutez Radio Classique. Alors, c'est la littérature et rien d'autre maintenant. Comme Flaubert, comme Balzac, voilà les grands modèles du jeune Simenon qui a quitté le marquis de Tracy et qui se consacre dans son petit 2 pièces sur cour à la littérature. Il habite au 21 de la place des Vosges et il écrit du matin au soir. Il peut écrire jusqu'à 80 pages par jour. Ça, c'est la grande école. C'est en écrivant, c'est en noircissant des pages qu'on affine son écriture et qu'on découvre son style. En 1924, il écrit
vie et il écrira comme ça pendant 7 ans. Entre 24 et 31, il va publier 190 romans, vous m'avez bien entendu, sous 17 pseudonymes. On les connaît même, enfin si on les connaît tous les pseudonymes, mais il est difficile de tous les retenir. Christian Bruls, Jean Dupéry, Luc Dorsan, tout ça ce sont les pseudonymes qui cachent en vérité Georges Simenon, qui souvent utilise les mêmes éléments dans différents romans. C'est l'économie circulaire, vous savez, vous écrivez une bonne page et puis ensuite vous l'utilisez, vous la déclinez dans pas mal d'écrits. Dans une même journée, il lui arrive de passer d'un roman à l'autre, alors ce qui fait qu'il s'en mêle un peu les pinceaux. Parfois, il y a des personnages qui n'ont plus tout à fait le même nom ou plus tout à fait le même métier entre le début du récit et la fin. On s'est beaucoup moqué du feuilletoniste Ponson du Terrail, comme ça, qui se perdait dans sa propre écriture. Ça arrive assez souvent au jeune Georges Simenon, qui, au fil des livres et des thèmes, voit se dessiner néanmoins une sorte de prédilection pour de grands aspects de la vie, la solitude, ça c'est son grand sujet, l'humiliation qu'il traite comme personne et la culpabilité. On partage la culpabilité de ces héros, de ces héroïnes, mais aussi l'esprit de sacrifice, la communion avec la nature également. Et tout ça compose déjà un univers assez spécifique, hérité de son expérience de journaliste qui faisait des faits divers, vous savez, rappelez-vous, les chiens écrasés, univers assez sombre, il faut bien le dire. C'est un des paradoxes de ce garçon qui est à la fois plein de vitalité, avec une énergie dont vous aurez compris qu'elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi plein d'angoisse. Et c'est ce conflit entre vitalité et angoisse qu'il fait écrire d'une certaine manière. Alors, il n'a jamais voyagé, mais ça ne l'empêche pas d'écrire du roman exotique. Qu'est-ce que vous voulez, il a un bon Larousse et un Atlas, et puis allons-y. Il publie Un drame au pôle Sud, Le monstre blanc de la terre de feu, Les maudits du Pacifique. Jamais je n'ai connu comment les écrivants l'ivresse de l'aventure, dira-t-il. Des gens partaient vers leur autobus ou vers le métro, tandis que, le dos au poil, je faisais tourner une map monde. Voilà l'histoire. Il est assez dépensier, Simenon. Il lui faut travailler toujours davantage. D'ailleurs, il va embaucher une secrétaire à laquelle il dicte des romans. Il improvise à partir de notes. Il est bien conscient que la littérature qu'il produit est très loin de Flaubert et Balzac. Mais enfin, c'est de l'apprentissage. Je gage du plâtre, dit-il. Et c'est un artisan qui calcule son prix de revient en fonction de son rendement horaire, parce que c'est son gagne-pain à lui, vous avez bien compris. Et pour arriver à écouler tout ce qu'il écrit, il lui faut au moins 3 éditeurs, en l'occurrence Ferenczi, Fayard et Talandier, et à chacun, bien sûr, il adapte ce que chaque éditeur attend, il s'adapte. Entre chaque maison, il y avait des nuances, dit-il. Chacune avait ses tabous. Chez Talandier, par exemple, on ne devait pas dire maîtresse, mais on vous permettait ami. Fayard acceptait maîtresse. Ça, il le sait. Et quand il n'écrit pas, Simenon vit. D'ailleurs, pour lui, écrire, c'est vivre aussi. Il s'immerge dans cette vie parisienne. Un soir d'octobre 1925, au Théâtre des Champs-Élysées, vous me voyez venir, il découvre évidemment l'incroyable, l'élastique Joséphine Baker avec sa fameuse ceinture de banane. Vous savez, c'est la revue Nègre. Il est complètement fasciné par Joséphine. Il lui rend visite dans sa loge. C'est un coup de foudre qui est non seulement immédiat pour lui, mais réciproque. Ça, c'est assez étonnant. Mais il faut dire qu'il a du charme. Il est un peu dans les canons de l'époque. Il ressemble un peu, si vous voulez, pour vous faire une idée, à ce qu'était Tino Rossi à l'époque. Et pendant 2 années, ils vont vivre Georges Simenon, tout jeune et inconnu, et la célébrissime Joséphine Baker. Ils vont vivre une passion extraordinaire. Et Georges s'occupe du courrier de la star, de ses comptes. Il imagine un magazine qui lui serait dédié. Mais un jour, il prend peur, il coupe les ponts. Il va quitter Paris pour un temps et il écrira dans ses mémoires « J'étais devenu l'ami de Joséphine Baker, que j'aurais épousé si je ne m'étais refusé, inconnu que j'étais, de devenir Monsieur Baker. » Eh oui, ça c'est compliqué quand 2 grands égaux dans un couple, vous imaginez, il y en a une qui en plus est déjà très célèbre, il n'a pas envie de devenir l'homme qui accompagne Joséphine Baker, d'autant plus que, entre parenthèses, il est toujours marié à Régine, qu'il appelle Tigy, et qu'il l'a suivie à Paris.
Simenon, en 1928, a donc 25 ans. Il veut de nouveau changer de vie. Il va passer son permis bateau à moteur. Il s'achète un petit canot de sauvetage et il entame un tour de France par les fleuves et les canaux. C'est un voyage un peu initiatique, si vous voulez, qui va durer 6 mois. Il a emporté sa machine à écrire. Il faut imaginer ce que c'est que les machines de l'époque, là, les grosses Underwood qui font un bruit fou. Il a une table pliante. Il a sa femme, évidemment. Il a aussi amené avec lui sa cuisinière, qu'on appelle Boule, qui, entre parenthèses, est aussi sa maîtresse, ça ne vous surprendra pas, et puis son chien, Olaf. Sur un bateau un petit peu plus confortable qui s'appelle l'Ostrogo, ils poussent vers la Belgique, les Pays-Bas, ils rentrent par l'Allemagne, ils font escale à la frontière hollando-allemande pour faire calfater l'Ostrogo, et en attendant la fin des travaux, ils s'installent pour travailler dans une péniche abandonnée. C'est pas brillant, hein. Il y a des rats qui courent là-dedans, un peu d'eau croupie qui sent pas bon, et c'est dans ce décor sordide qu'il va écrire Piotr le Letton, dans lequel apparaît un placide commissaire de police. Alors il faut bien lui trouver un nom, on va l'appeler Jules, tiens, Jules Maigret. Et bien voilà, le personnage déjà était apparu dans des nouvelles, hein, pour tout vous dire, c'est pas tout à fait son apparition, mais c'est son apparition dans un roman. C'est le tout début de la série des Maigret, le tout premier Maigret s'appelait Piotr le Letton. Le commissaire Maigret de la première brigade mobile leva la tête, une impression que le ronflement du poêle de fonte planté au milieu de son bureau et relié au plafond par un gros tuyau noir faiblissait, écrit-il. Il repoussa le télégramme, se leva pesamment, régla la clé et jeta 3 pelletées de charbon dans le foyer. Après quoi, debout, le dos au feu, il bourra une pipe, tirailla son faux col, qui, quoique très bas, le gênait. Il regarda sa montre, qui marquait 4 heures. Son veston pendait à un crochet planté derrière la porte. Il évolua lentement dans son bureau, relut le télégramme et traduisit à mi-voix « Police Cracovie signale passage et départ pour Brême de Piotr le Letton ». Il est censé avoir 45 ans, Jules Maigret, à l'époque, marié, sans enfant, né dans l'Allier à Saint-Fiacre. Ça donnera naissance à un des plus grands romans de Simenon. Un commissaire intuitif, donc, qui enquête en se mettant dans la peau des protagonistes, en s'identifiant au coupable ou à la victime. Il a cette espèce de capacité d'empathie qui aide dans l'enquête. Et quand Maigret amène Piotr le Letton à se confier, voilà ce que ça donne. Alors ils se laissaient tomber chacun sur une chaise. Ils allongeaient leurs mains vers la bouilloire, regardaient vaguement ce réchaud d'émail bleu qui leur servait de trait d'union. Ce fut le Letton qui saisit la bouteille de rhum et qui, avec des gestes précis, prépara les grogs. Quand il eut bu quelques gorgées, Maigret questionna « Vous vouliez la tuer ?» La réponse vint aussitôt, prononcée avec la même simplicité. « Je n'ai pas pu. » L'écrivain sent qu'il tient un filon. Et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Pour la première fois de sa vie, il va signer Georges Simenon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut qu'il fasse connaître son Maigret, Simenon. Il organise une fête, un événement. Là, il va casser sa tirelire. Le 20 février 1931, un petit peu avant minuit, au cabaret La Boule Blanche, à Montmartre. Une foule se presse, déguisée en apache, en voyous des fortifs, en demi-selles et entrelardés, en filles de joie. On vient au bal anthropométrique donné par le jeune romancier. Oui, le laissez-passer, c'est un carton qui reproduit une citation à comparaître, hein, avec la fiche anthropométrique de Bono, le criminel. Et pour entrer dans la salle de bal, eh bien, il faut laisser ses empreintes à de faux policiers. Vous voyez un peu le genre. Il y a un orchestre antillais qui joue à l'intérieur et on a tout Paris. Colette est venue, bien sûr, et Kiki de Montparnasse, et la chanteuse Damia, la grande réaliste, et Marcel Achard, le dramaturge, et Derain Vlaminck pour la peinture, le photographe Brassailles, vous imaginez? Ils sont presque 1 millier à se pousser dans une salle qui est faite pour contenir 300 personnes au mieux. C'est l'envoyé du Figaro, Georges Ravon, qui note que la foule était si dense qu'on ne pouvait vraiment lancer quoi que ce fût. Fût-ce un bon mot, dit-il. Et au premier étage, Simenon, qui a la pipe entre les dents, dédicace ses nouveaux romans. Il sait que le pari est gagné. Les gens sont venus, on va en parler. Maigret est lancé. Franck Ferrand
sur Radio Classique. Et ce succès de Maigret, vous savez qu'il ne se démentira plus, ça va durer 40 ans, dans le monde entier. Et puis ensuite, on verra Harry Bohr, bien sûr, et l'immense Jean Gabin, et puis Jean Richard à la télévision. Enfin, Bruno Kremer interprétait le célèbre policier, le célèbre commissaire. Pierre Assouline, dans un très beau Maigret, paru chez Gallimard en 1998, révèle comment Simenon a fini avec le temps par se méfier de son personnage. Il lui en voulait, dit Pierre Assouline, il lui en voulait parce que sa notoriété considérable a éclipsé Simenon. Il y a beaucoup plus de gens dans le monde qui connaissent Maigret que de gens qui connaissent Simenon. C'est assez exceptionnel de voir un créateur prendre ombrage de la célébrité de sa propre créature. Vous écoutez Radio Classique.